Prenez cette constitution. Vous parlez d'opposition. Laquelle? Celle qui a travaillé avec Joseph Kabila? Celle qui a travaillé avec Félix Tshisekedi? Quelle est cette opposition que vous pouvez extirper du débat et dire qu'il n'y a aucun de ces opposants qui n'a été à la manœuvre ou qui a exercé une parcelle de pouvoir, quelle qu'elle soit, pour montrer l'efficacité de son comportement moral, éthique, individuel qui aurait donné un résultat exemplaire. Et c'est un problème de texte ou un problème d'homme? Non, c'est un problème de texte, toujours de texte. Vous savez... les textes sont faits pour être appliqués par les hommes? Non, les textes sont faits pour contraindre les hommes. Parce qu'en fait, les Congolais, on vit dans un mensonge systémique qui renverse le sens de l'organisation des sociétés, de la société primitive jusqu'aux sociétés développées. Je ne dis pas que cette constitution est mauvaise. Et qu'est-ce que vous reprochez justement à cette constitution? Laissez-moi terminer. Allez-y. Je dis que cette constitution a fini sa mission. Sa mission, elle était transitionnelle, de mon point de vue. C'était d'inscrire la République dans une espèce de pédagogie. Je répète, je l'ai déjà dit. Qui rédige cette constitution? C'est le RCD? C'est le MLC? C'est le PPRD, donc l'ancien gouvernement, ce sont les composantes, les Maïmaï et les autres. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat. C'est la constituante. Mais ces gens-là ont tous des parrains extérieurs, qui n'étaient pas naïfs, qui étaient dans un processus de perpétuation de leurs avantages indus, les richesses du Congo. Mais votre opposition, elle raconte n'importe quoi. Il ne faut pas travestir mes propos. On a une des oppositions la moins maligne que je connaisse, elle raconte n'importe quoi. Toute personne qui vous dira que le problème, ce n'est pas la Constitution, ce sont les hommes, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Sangani, il a lancé cette réflexion sur la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006. Il a évoqué tout un chapelet des raisons. Et après cette sortie, justement, les réactions en sens divers. Est-ce que c'est le moment? Écoutez, qui décide du moment? Je suppose que vous soulevez la question de l'opportunité, qui est une question fondamentalement liée à ce que les uns et les autres, dans leur individualité, perçoivent. Mais la République, justement, résout ce problème et nous dit qu'il y a le peuple, lorsqu'ils sont 100 000, il y a l'Assemblée nationale, les députés, les élus, les parlementaires, mais il y a également le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, finalement, le premier d'entre nous, le seul qui a, par la dimension de sa circonscription, reçu l'onction populaire directement du peuple congolais pour nous conduire pendant 5 ans. Ce dernier est tout à fait dans son droit, il est juge de cette opportunité et c'est un droit qu'on ne peut pas lui contester. C'est un droit qu'on ne peut pas lui contester et si on doit revenir sur les différents mécanismes qui débouchent à la révision d'une constitution, en RDC par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je voudrais qu'on soit d'accord. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est celui de la coupure paradigmatique qu'offre ce courage politique présenté par le président de la République. Moi, je ne voudrais pas qu'on sombre dans un débat juridique. Parce que si on sombre dans un débat juridique, on va aller dans un débat tout à fait ennuyeux. La question ici est celle de savoir que voulons-nous faire de notre pays? Est-ce que tel que les choses marchent, ce pays, qui est l'Arabie Saoudite de demain, ce nouveau peuple, cette nouvelle génération qui est la nôtre... Qui est l'Allemagne de demain? Moi je parle d'Afrique. Non, moi je parle d'Arabie Saoudite et je peux donner mes explications. Les enjeux qui conditionnent l'avenir de l'humanité, celles qui se présentent à nous aujourd'hui, ou ceux qui se présentent en nous, je parle des enjeux, la transition énergétique, la robotique, la transhumanité, les nanotechnologies, la révolution numérique. Voilà le monde de demain, avec des leaders comme les GAFA, comme Elon Musk, que nous voyons un pied dans la politique aux États-Unis. C'est le monde qui est en train de se construire. Hier, c'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont des matières premières qui, pour l'essentiel, se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc la génération qui est la mienne,
qui est un nouveau peuple. N'oubliez pas que chaque génération est un nouveau peuple. C'est John Locke qui le dit. Cette génération-là doit réfléchir sur quel rôle ce pays qui est le nôtre va jouer dans les années à venir. Devons-nous devenir l'orbite ou resterons-nous ce satellite price taker dans le marché international et dans les enjeux géoéconomiques? Comment est-ce qu'on s'organise en interne? Quelles sont les règles qui doivent être les nôtres pour que nous nous mettions au diapason de l'universalité et les impératifs de compétitivité qui vont s'imposer à nous pour que cette nation joue son rôle pleinement. C'est ça. L'Arabie Saoudite, hier, c'était avec le pétrole. Aujourd'hui, ils sont dans des projections post-pétrole et ils ont réussi. C'est avec les minerais critiques. C'est avec les minerais, effectivement, parce que plus que jamais, les enjeux qui conditionnent l'avenir de l'humanité reposent sur des matières premières qui se retrouvent en quantité abondante en République démocratique du Congo. Cette guerre, nous devons la préparer. Si nous ne la préparons pas, nous avons deux choix, soit à demeurer satellites, soit à disparaître simplement. Ils n'auront pas pitié de nous. Et il y a d'ailleurs une explication généalogique de la problématique de l'Est qui est à trouver dans cette question-là, dans la question de nos richesses, dans la question de la guerre énergétique. C'est qui explique la guerre que nous connaissons. Exactement, tout à fait. Donc à partir de là, la vraie question n'est pas une question juridique, c'est une question de société. Quelle société, quel nouveau contrat social voulons-nous en tant que Congolais pour notre avenir? Et pour ma part, moi je ne suis pas simplement pour une révision, je suis pour un changement de constitution et ça fait 10 ans que je le dis. Vous n'êtes pas pour la révision, vous êtes pour les changements. On va revenir. Ça fait 10 ans que je le dis. Il est temps d'abord de suivre cet extrait de l'adresse du président de la République devant les Tchopolais, donc les habitants de la province de la Tchopo, par ceux de Kisangani, le chef de l'État, a saisi cette occasion pour lancer cette réflexion sur la révision de la Constitution du 18 février 2006. Vous le savez, c'est à Kisangani où une bonne partie des travaux ont été organisés pour l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006. C'est encore à Kisangani où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé cette réflexion pour la révision de cette Constitution. Nous l'écoutons. Révision de cette Constitution. Nous l'écoutons. Bana Kisangani, oye! Eloko na lingi kosenga bino ezali bo continuer kosala ngai confiance likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka constitution na biso ezali malamu te constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Congo likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda mais oyo ye asengeli atala tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba voter ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normalité. Constitution na biso ezali esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis, na bapaya bango moko. Bazui,
ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Na ko désigner commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Le chef de l'État a parlé. Ça a créé beaucoup de réactions en sens divers. Oui. Notamment l'Église catholique qui n'est pas d'accord, qui est contre la révision de la Constitution. Mais il faudrait qu'on nous dise à quel niveau le chef de l'État n'a pas dit la vérité. Parce que on a tout suivi le débat. Avant d'aller dans une explication de fond, restons d'abord sur la question principielle que vous posez, qui est celle de l'implication de l'Église catholique. Devons-nous le rappeler que la République démocratique du Congo est un État laïque. Donc c'est une opinion qu'il faut inscrire dans le cadre du débat démocratique. Et c'est prévu dans cette Constitution. Qui ne doit pas avoir une plus grande pondération que les autres opinions émises, plus que la mienne ou la vôtre. Il y a plusieurs chapelles religieuses au Congo, il y a plusieurs chapelles politiques, mais également plusieurs chapelles philosophiques. Donc toutes ces chapelles ont le droit d'avoir des opinions et de les émettre. Que cette Constitution ne reposait pas sur des bases souveraines. Vous savez, à l'époque de Vichy, lorsque la France était occupée, tout référendum qui aurait eu lieu à cette époque aurait peut-être été libre, mais pas souverain. C'est ce qui s'est passé. La rédaction n'était pas souveraine, le vote du peuple n'était pas souverain, parce que le peuple était conditionné dans un état de psychose avec des armées présentes en République démocratique du Congo, un territoire éclaté, des institutions déliquescentes, donc une absence de perspective. On lui a imposé indirectement le oui comme solution et unique solution à l'émergence d'un ordre tout à fait acceptable par tous. Et c'est ce choix que nous avons fait. Donc lorsque le président de la République parle de l'étranger, ça parle de tout ça. Voilà. Vous avez travaillé comme ministre. Oui, tout à fait. Dans le gouvernement. Et vous avez utilisé cette constitution bien sûr. De février 2006, d'ailleurs que j'ai dû imprimer. J'ai une copie de cette constitution ici avec 229 articles. Et parmi ces articles, il y a l'article 220. Oui, bien sûr. Un article qui est intangible. Qui ne doit pas être touché. Qui touche à la forme de l'État, au mandat du président de la République. Et vous parlez du changement de la Constitution. Mais bien sûr, écoutez, on va s'expliquer. Oui, j'ai été membre dans quelques gouvernements et nous avons travaillé avec cette Constitution. Je ne dis pas que cette Constitution est mauvaise. Et qu'est-ce que vous reprochez justement à cette Constitution? Laissez-moi terminer. Allez-y. Je dis que cette Constitution a fini sa mission. Sa mission, elle était transitionnelle, de mon point de vue. C'était d'inscrire la République dans une espèce de pédagogie du fonctionnement des institutions et de l'implémentation du processus démocratique. Partant des faiblesses congénitales de cette Constitution, notamment l'absence de souveraineté qui a milité à son érection comme loi fondamentale, nous avons des raisons originelles de considérer qu'il y a une nécessité d'une réappropriation par l'expression actualisée du peuple. Ensuite, il y a des faiblesses de fond que nous constatons dans la philosophie rédactionnelle de cette Constitution. C'est une Constitution qui a été rédigée pour contenter les acteurs qui, par la force, avaient pignon sur rue à l'époque et décidé à la place du peuple souverain. Le schéma le plus visible jusqu'aujourd'hui, c'est le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, qui est à l'image de la Commission électorale nationale indépendante de 2006, dans laquelle le pouvoir était partagé au sein de cette commission à travers des composantes et des entités, avec l'idée sibylline que l'après-élection soit le résultat d'un arrangement politique déguisé pour faire croire qu'il y a une symétrie entre les suffrages exprimés et les résultats présentés. C'est une faiblesse congénitale. Et quelles sont les innovations? La décentralisation. Allez-y. La question de la décentralisation. On a travaillé dans ce pays
avec une constitution qui nous disait que nous avons 25 provinces plus Kinshasa, que nous avons une caisse de péréquation, que nous avons une rétrocession de 40% à la source, que 10% la caisse de péréquation, et ça n'a jamais été appliqué. Et il n'y a aucun mécanisme de sanction. Et c'est un problème de texte ou un problème d'homme? Non, c'est un problème de texte. Toujours de texte. Vous savez... les textes sont faits pour être appliqués par les hommes. Non, les textes sont faits pour contraindre les hommes. Parce qu'en fait, les Congolais, on vit dans un mensonge systémique qui renverse le sens de l'organisation des sociétés, de la société primitive jusqu'aux sociétés développées. La seule raison pour laquelle il y a des lois, c'est parce que l'homme, naturellement, est amené à être un être libre, qui n'aime pas les contraintes. John Locke, Hobbes, c'est ça les analyses. On n'aime pas les contraintes. La loi du plus fort s'impose, la loi de la nature s'impose. L'homme a décidé de créer un cadre. Ce cadre, c'est pour contraindre l'homme. Si le cadre n'arrive pas à contraindre l'homme, ça veut dire que le cadre n'est pas efficace. Il faut l'actualiser. C'est comme des mises à jour sur vos téléphones. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est pour constater qu'il y a des limites. Donc, cette constitution a un problème parce qu'elle est rédigée de façon traditionnelle en ne tenant pas compte de la spécificité comportementale congolaise. Moi, je pense que la philosophie qui doit militer à la rédaction de cette nouvelle constitution congolaise, c'est celle de la contrainte. Ça veut dire imposer, les constitutionnalistes savent très bien rédiger ces choses-là, une contrainte et des sanctions politiques face à l'inefficacité de la gouvernance. Si on doit punir l'incompétence, on doit sanctionner l'inefficacité. Vous êtes Premier ministre de la République démocratique du Congo. À l'année N+1, nous constatons que la Constitution prévoit une rétrocession de 40% aux provinces. Ce n'est pas exécuté dans la loi de reddition des comptes. Les 10% de la caisse de péréquation ne sont pas donnés. La Constitution doit ouvrir une brèche à travers des lois organiques spécifiques pour constater la démission de fait de ces dirigeants-là. Vous faites ça, vous obligez les Congolais à faire des résultats. Vous rejoignez justement l'opposition politique de la RDC. Oui. Certaines oppositions estiment que les problèmes de la RDC, ce n'est pas un problème de constitution, c'est un problème de gouvernance, un problème d'homme. Parce que vous parlez, par exemple, de Premier ministre ou d'un membre du gouvernement ou d'un acteur politique qui est aux affaires, une fois qu'il ne respecte pas ces dispositions, les textes doivent être clairs. Mais votre opposition, elle raconte n'importe quoi. Il ne faut pas travestir mes propos. On a une des oppositions la moins maligne que je connaisse. Elle raconte n'importe quoi. Toute personne qui vous dira que le problème, ce n'est pas la Constitution, ce sont les hommes, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à l'esprit, qui a milité à l'organisation des sociétés. Je vous invite à faire une analyse d'études politiques et anthropologiques de l'évolution des lois et de ce qui a structuré les sociétés. L'objet même des textes et des règlements, c'est s'imposer au-delà de la volonté des gens. Si les textes n'y arrivent pas, il faut revoir les textes et les rendre plus contraignantes. Prenez cette constitution. Vous parlez d'opposition. Laquelle? Celle qui a travaillé avec Joseph Kabila? Celle qui a travaillé avec Félix Tshisekedi? Quelle est cette opposition que vous pouvez extirper du débat et dire qu'il n'y a aucun de ces opposants qui n'a été à la manœuvre ou qui a exercé une parcelle de pouvoir, quelle qu'elle soit, pour montrer l'efficacité de son comportement moral, éthique, individuel qui aurait donné un résultat exemplaire. Je dis ceci, je dis l'opposition congolaise doit constater avec nous que pour certains, ils ont traversé les différents régimes. Pour d'autres, ils ont été dans des alliances, mais que cette constitution a atteint sa limite. Elle nous a permis d'organiser des élections, d'installer un processus démocratique, de bénéficier d'une alternance. Je reste convaincu qu'il est temps d'avoir le courage politique d'aller au-delà de ça et de s'inscrire dorénavant dans une logique de fonctionnement sous la contrainte de sanctions politiques. De fait, vous ne respectez pas un certain nombre d'impératifs, la sanction politique, elle est là. Une constitution qui nous envoie dans un régime de fonctionnement méritocratique. Une constitution qui constate, allez, je vais vous donner une autre faiblesse, la séparation des pouvoirs. Vous savez, le fonctionnement institutionnel que nous imitons dans nos régimes démocratiques repose sur les écrits de John Locke et du baron de Segonda, Montesquieu, qui consacre la séparation des pouvoirs. Dans notre Constitution, on parle de séparation de pouvoir, mais cette séparation de pouvoir, elle n'est que textuelle et politique, elle n'est pas économique et financière, alors que précisément, il ne peut pas y avoir de séparation de pouvoir si
les textes le disent, la politique le consacre, mais que les moyens ne suivent pas. Il faut changer carrément la Constitution. Il faut changer la Constitution, il faut changer la philosophie, et pour dire, nous sommes un pays sous-développé, nous avons des contraintes de société qui sont différentes, donnons-nous un instrument qui nous permettra aujourd'hui d'être en phase avec nos objectifs de développement. Ça doit être le seul parfaitement d'accord avec vous, mais et grand objectif de la nouvelle constitution congolaise. Ça ne doit pas être une constitution qui subodore une volonté de perpétuation du pouvoir d'un groupe parce qu'originellement ils ont pris des armes, parce qu'originellement ils avaient la force et qui voudraient se pérenniser dans le temps. Ça doit être une constitution qui doit être au diapason de nos problématiques. Nos problématiques aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait de ce grand géant qu'est la République démocratique du Congo une nation émergente à l'horizon des 10-15 prochaines années, et une nation développée dans les 30, 40, 50 années. Comment est-ce qu'on arrête la machine à perdre? La République démocratique du Congo est une grosse machine à perdre. Que l'opposition se regarde en face, que les Congolais se regardent en face, des années 60 à ce jour, nous avons perdu tous les combats que nous avons menés pour nous développer. C'est par les changements de la L'Afrique n'est pas exempte. L'Afrique n'est pas exempte. Tant souhaité. Mais j'aimerais qu'à oui, il faut pas. J'ai une petite question à vous poser. Non, mais on reviendra sur ce que vous dites, que c'est par le changement de constitution que nous allons y arriver. C'est ça votre. On va justement y revenir, mais j'ai une question quand même très importante, qui d'ailleurs d'aucuns se demandent, parce que derrière cette révision constitutionnelle, il y a des observateurs qui estiment que vous êtes du centre, donc vous n'êtes ni de la majorité au pouvoir, ni de l'opposition. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais je m'expliquerai. Mais vous soutenez ceux-là qui sont au pouvoir, tout en étant du centre. Je m'expliquerai, il n'y a pas de problème. Vous allez vous expliquer. Ils estiment que par cette révision, l'idée derrière, c'est de donner plus de mandats, plus de pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, parfait, c'est une excellente question. Donc je disais, la République démocratique du Congo est une machine à perdre, à l'image de toute l'Afrique. 60 ans d'indépendance et un peu plus, aucun pays africain n'a réussi à se développer. Dans le même temps, les pays des dragons asiatiques l'ont fait. Ça veut dire que dans leur organisation, dans leurs objectifs et dans la vision qui était la leur, ils ont trouvé la bonne méthode. L'Afrique, en général, le Congo en particulier, n'a pas trouvé la bonne méthode. Et ça passe par le comment on s'organise. Une constitution, c'est un instrument, ce n'est pas une finalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'essentialiser. Les sociétés post-démocratiques, qui sont également des sociétés post-développement, ont résolu le problème du quoi et sont dans le problème du comment. Donc ils peuvent se permettre certaines coquetteries en considérant qu'ils ont fait l'essentiel pour trouver l'organisation optimale qui leur permette d'atteindre les objectifs, qui leur a permis d'atteindre les objectifs qui étaient les leurs, devenir des pays développés. Nous, pas encore. On doit se remettre en cause. On doit se poser des questions en permanence pour dire ça ne marche pas, essayons autre chose. Nous n'avons pas de temps à perdre. La Constitution est essentielle parce que c'est un instrument. C'est l'instrument en amont qui organise le comment nous fonctionnons. Comment est-ce qu'Oscar Mbal, par ses compétences, par son mérite, peut devenir directeur général de RTNC, développer cette chaîne sans qu'on ait besoin d'une intervention quelconque. C'est ça le système méritocratique. Singapour l'a compris. Leur constitution consacre la méritocratie. Et aujourd'hui, nous savons ce qu'est devenu ce pays. Le président de la République dit « Je prends le courage de me défaire d'une partie des avantages qui sont les miens. » Il a de gros avantages avec le système actuel. 450 députés. La garantie qu'à la prochaine élection, il a sa majorité. Le doigt dans le nez. Aucun opposant ne peut nous prouver qu'avec l'organisation constitutionnelle actuelle, avec l'actuelle loi électorale, qu'ils peuvent battre 450 députés qui, par la loi et la Constitution, seront les organisateurs demain des prochaines élections avec des délégués prétendument indépendants qu'ils vont envoyer à la Commission électorale nationale indépendante. Alors le président a ce confort. Il se dit, je voudrais peut-être laisser un héritage à la postérité, j'amorce le changement de paradigme dont ce pays a besoin pour se donner les outils de son développement, en partant de ce que j'ai constaté comme limite, de ce que j'ai constaté comme faille. Plus de pouvoir? Non, le pouvoir dont vous parlez est le fait pour le président de la République, à travers la réforme constitutionnelle, de bénéficier d'un autre mandat, parce que c'est ça votre débat, et c'est ça la crainte de l'opposition. Moi, je voudrais quand même rappeler à ce niveau-là qu'en définitive, il n'y aura jamais de constitution, en tout cas il ne peut plus y avoir de constitution qui dira article 10, 15, 20 ou je ne sais pas lequel, président de la République démocratique du Congo à vie, Félix Tshisekedi. Non, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Quelle que soit la réforme constitutionnelle qui sera adoptée,
cela nous ramènera toujours à interroger le peuple congolais. Voulez-vous de M. X, de M. Dupont, de M. Tartampion à la tête de votre pays? Il y aura toujours ce droit du peuple de s'exprimer, comme il l'a fait en 2018, en mettant de côté un régime de 18 ans avec son armée, ses services de renseignement, ses services de sécurité, toute son administration et ses cadres politiques. Si chez Félix Tshisekedi est à cet endroit, c'est bien parce que lorsque le peuple se décide, il n'y a pas de contrainte qui puisse l'empêcher d'exprimer sa souveraineté. Donc soit l'opposition n'est pas sûre d'elle et n'a pas confiance au peuple congolais, soit elle se pense légitime dans ses revendications. Parce que de deux choses l'une. Soit le système il est bon, alors arrêtez de critiquer tous les processus électoraux, Félix a bien gagné, Tshisekedi a bien gagné ses élections, soit le système il est mauvais, alors il faut le changer pour avoir d'autres résultats en 2028. C'est un choix à faire. Ils nous ont dit que le système électoral est corrompu, que le système électoral est défaillant. Ils nous disent à chaque élection, je l'ai dit aussi... Il faut changer carrément toute la Constitution. Je l'ai dit aussi parce que j'ai été opposant pendant 10 ans, dans les moments les pires de ce pays. Du centre. Dans les moments les pires de ce pays, sous les balles, sous des guerres, au niveau de la ville de Kinshasa. Oui. Donc je sais de quoi je parle. Je sais que le courage politique, c'est parfois la denrée la moins disponible derrière les airs de matador que adoptent certains politiciens. Là, c'est du courage politique. Que le président de la République, c'est du courage politique dont le président de la République fait montre en décidant d'ouvrir le débat. Et d'ailleurs, Oscar Mbal, on a ergoté pendant plus de 20 minutes, vous et moi, mais on parle de quoi en réalité? L'Église catholique parle de quoi? L'opposition parle de quoi? Il est où ce texte constitutionnel sur lequel on débat? Mais alors, le débat, ce serait lequel alors? Ce serait d'empêcher au président de la République d'ouvrir un débat, de convoquer un collège d'intellectuels pour réfléchir sur le sujet. Faire une autodafé sur une constitution qu'on n'a pas encore vue. C'est parler de référendum. Parler référendum, oui. C'est parler élection. Oui. Quand on parle élection, où est-ce que ça va avec? Non, je ne sais pas, dites-moi. L'argent, c'est beaucoup d'argent. Et est-ce que le pays est en mesure d'entrer sur ce terrain, cette pente qui est très dangereuse? Alors, moi, je suis désolé, c'est extrêmement dangereux. Donc, ce que vous me dites à moi, Congolais, libre, est-ce que je n'aurais plus le droit d'envisager par ma souveraineté l'écriture de ma destinée? L'article 5 de cette constitution qu'ils défendent résout ce problème. Parce qu'il est dit dans cette constitution que la souveraineté nationale appartient au peuple. Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté. Souveraineté nationale, au sens de Locke et de Montesquieu, c'est l'idée de la représentation sans mandat impératif, mais également la souveraineté populaire, ça c'est Rousseau avec les mandats impératifs, mais dans les deux expressions, même si ici on parle de souveraineté nationale, l'idée globale c'est qu'il y a une souveraineté qui est l'exclusivité du peuple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas arracher au peuple, c'est sa souveraineté. La souveraineté, c'est le droit d'avoir un libre arbitre total sur ce qu'on veut faire de son avenir, de son passé, comme héritage, de son présent, comme une propriété, de son avenir, comme une solidarité morale vis-à-vis des générations à venir. C'est ça la souveraineté. Et ça, personne ne peut l'arracher à qui que ce soit, même pas l'Église catholique. Moi, je donne le droit à personne de m'arracher le droit de réfléchir. Si demain, ça doit nous conduire à un référendum, mais c'est l'acte de souveraineté par excellence. C'est dire, en fait, qu'il y a deux camps dans ce débat, Oscar Mbal. Il y a le camp de ceux qui se disent nous, on est puissants, on est intelligents, on sait tout, on a tout pensé pour vous, vous n'avez qu'à suivre. Et puis il y a le camp de ceux qui prônent la liberté individuelle, le fondement et le socle même de toute démocratie, et qui dit vous êtes un nouveau peuple, vous êtes une nouvelle génération, un nouveau peuple, vous avez le droit de vous déterminer parce que les enjeux ont changé, parce que les objectifs que nous visons pourraient nécessiter éventuellement des réorientations d'un certain nombre de systèmes d'organisation, nous mettre au diapason de nos propres objectifs. Donc ces deux écoles s'opposent. Moi je suis d'école de ceux qui croient en la liberté. Et c'est pérennisé au pouvoir est à exclure derrière la révision constitutionnelle. Mais si l'ancien régime n'avait pas eu le courage politique d'exprimer et de défendre une quelconque position, donnez-moi un seul extrait
d'une autorité habilitée qui avait eu le courage, au nom de l'ancien régime, de dire nous allons offrir au Congo la possibilité de se donner un nouvel instrument pour son développement à travers un nouveau pacte social. C'est une question de courage politique. Ils n'ont pas eu ce courage politique. Félix Tshisekedi n'a pas envoyé quelqu'un. Il l'a dit lui-même. Pas une fois, Kakisangani. Bien avant ça, il avait dit 2 ou 3 fois dans des interviews sur les chaînes internationales. Moi, je pense que c'est un courage politique. Gouverner, c'est agir. Gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est orienter. Gouverner, c'est même parfois, comme dit Anatole France, mécontenter. Pour autant qu'on soit convaincu de la justesse de son choix, au sens où l'impératif catégorique de sa décision, au sens de Kant, c'est le bien-être collectif. C'est ça à gouverner. Donc l'objectif, ce courage politique, moi je crois au courage politique, parce que c'est d'une génération... C'est le courage qu'a pris Félix Antoine Tshisekedi. Il a pris ce courage, il a pris ce courage, il ouvre un débat. Et il y aura toujours des gens qui n'auront pas le courage. Mais moi, je prends ce courage de dire, parce que je le dis depuis 10 ans, c'est ça qu'il faut faire. Et ce courage, il est justifié par changeons les règles, avançons. Le titre 7 de la révision constitutionnelle de la Constitution du 18 février 2006, article 18, je vais les lire. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République. C'est ce qu'il a fait avec Kisangani. Il a lancé les débats, la réflexion. 2. Au gouvernement après délibération en conseil de ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, là c'est une pétition, hein, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de 2 chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Maintenant, c'est l'article 220, pardon. Déjà dans l'exposé des motifs, quand vous lisez après l'exposé des motifs, on met l'incise sur cet article 220, sur la révision de la constitutionnelle. Et puis, cet article qui est pratiquement intangible, l'intangibilité de l'article 220 qui dit « La forme républicaine de l'État, les principes des suffrages universels, ce sont les élections, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les pluralismes politiques et syndicaux ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. » Je comprends pourquoi vous voulez carrément des changements de la Constitution. Non, moi, si vous comprenez ce que moi je veux, ce que vous comprenez qu'il n'y a rien au-dessus de la souveraineté, qui est la vôtre, qui est la mienne. La souveraineté du peuple. Même cette Constitution le dit dans son article 5, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça veut dire que vous écrivez ce que vous voulez après. Vous inventez toutes les coquetteries que vous voulez ensuite, mais à partir du moment où l'aliénabilité de la souveraineté du peuple n'est pas possible, vous ne pouvez pas empêcher un peuple souverain de s'autodéterminer et de se donner une nouvelle orientation, une nouvelle trajectoire. C'est élémentaire. C'est 1 plus 1 est égal à 2. La souveraineté, c'est quoi? C'est accepter comme héritage son passé, c'est être totalement maître de son présent en manifestant une solidarité volontaire face à l'avenir. Ça veut dire, la seule limite qu'on peut reconnaître à la souveraineté, c'est l'impossibilité morale d'aliéner une partie de notre territoire par une génération au détriment de celle qui viendra. C'est la renonciation par une expression de souveraineté à la souveraineté. Vous êtes trop philosophique. Je ne suis pas philosophique, c'est la réalité. Vous êtes très philosophique. Pas du tout. Mais comment vous interprétez alors cette phrase du premier vice-président de l'Assemblée nationale, oui, Jean-Claude Tshilombaï, qui a dit que notre constitution, l'actuelle d'ailleurs, a été écrite machette et Kalachnikov à la tête. Mais je l'ai dit précédemment, je pense exactement la même chose. Vous avez des étrangers, oui, vous avez parlé des étrangers. Non, je vous ai dit qu'on a des belligérants, on a des composantes et des entités qui, eux... On a forcé la main... Laissez-moi terminer, si vous voulez un développement. Allez-y. Je répète, je l'ai déjà dit. Qui rédige cette constitution? C'est le RCD? C'est le MLC? C'est le PPRD, donc l'ancien gouvernement, ce sont les composantes, les Maïmaï et les autres. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat. C'est la constituante. Mais ces gens-là ont tous des parrains extérieurs qui n'étaient pas naïfs.
qui étaient dans un processus de perpétuation de leurs avantages indus, les richesses du Congo. Comment garder la main sur les richesses du Congo? On va vers une normalité, mais une normalité conditionnée. Inféodation extérieure. Ensuite, au niveau intérieur, tous ces gens-là avaient des groupes armés à leur disposition dans la capitale. Il y a même eu des guerres ici. Je vous ai dit que moi j'étais opposant à une époque où ça tirait quasiment une fois par mois à Kinshasa, où il y a eu des morts dans cette ville. C'est ça le conditionnement dont parle le premier vice-président et dont je vous ai parlé précédemment. Il y a donc, je vous ai même donné l'exemple de l'Allemagne, qui occupait la France. Oui. Dans ce moment-là, le régime de Vichy, oui. Un vote référendaire qui aurait eu lieu un peu plus tard n'aurait plus eu de sens, dans la mesure où il y aurait eu peut-être un semblant de liberté, mais pas de souveraineté au sens de Heidegger. La souveraineté, c'est le libre arbitre, la généalogie de la décision. On n'a pas décidé librement. Aujourd'hui, on a réussi la phase transitionnelle, ça veut dire 3 élections, une constitution démocratique, plus ou moins, des institutions démocratiques installées. On peut passer à un autre stade, celui de la rédaction d'une constitution de développement. Donc, des nouvelles constitutions. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'est votre point de vue, peut-être qui peut être battu en brèche par d'autres personnes. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc, vous avez besoin, donc les pays ont besoin d'une nouvelle constitution. Donc, les changements... Et c'est tellement important ce que vous dites, la Constitution du 18 février 2006. Nous sommes en train de terminer rapidement, ce sera votre dernier mot. Je dis c'est tellement important ce que vous dites, Oscar Mbal, que les uns et les autres devraient raison garder dans leur discours. Je vois des oppositions pourtant minoritaires, ultra minoritaires, je vois des oppositions pourtant en mal de projet, en mal de popularité, passer leur journée à proférer des menaces aux gens sur des capacités qu'ils auraient d'anéantir ou de neutraliser. Vous savez, la force est une variable qui n'a pas de borne supérieure. Ça veut dire qu'il ne faut jamais l'utiliser en politique parce qu'on trouve toujours plus fort que soi. C'est pour ça qu'on a résolu, l'humanité, de sortir de la horde primitive vers une société civilisée où les gens échangent sur des idées. Moi, mon idée, c'est le changement de constitution. L'idée principale du président de la République, c'est la révision. La perception de l'opposition et de l'Église catholique et les autres confessions, il faut attendre. Qui décide et qui nous les partage? C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà, et personne ne peut parler au nom du peuple. Le peuple doit s'exprimer, c'est le seul arbitre. Et vous avez fait ça, vous avez réalisé l'idéal démocratique. Monsieur Germain Kambinga, je rappelle que vous êtes président du centre, même si vous n'avez pas bien expliqué les centres. Vous êtes ni de gauche ni de droite. Non, c'est une idéologie comme la droite, la gauche. Non, c'est une idéologie. Hein, ceux-là qui sont au pouvoir. Qui suppose la modération. Non, à la base, le pouvoir n'est pas originel. Les idées existent d'abord. Le pouvoir, c'est un objectif. Mais pourquoi n'est pas entrer directement dans l'Union sacrée pour la nation? Non, là, vous posez plusieurs questions à la fois. Le centre est une idéologie, comme l'est le socialisme, comme l'est le libéralisme et autres. Et le centre, c'est la synthèse, c'est l'idée qu'on peut trouver du bon de chaque côté et créer une vision plus pragmatique du fonctionnement de la société. On y reviendra. C'est la systématisation du consensus. Dans d'autres créneaux. Merci, vous avez donné votre point de vue. C'est les changements carrément de la Constitution, de l'actuelle Constitution. Sinon, on sera en retard dans notre processus de développement. Cette constitution ne permet pas la méritocratie, ne permet pas la sanction politique, ne facilite pas la séparation des pouvoirs parce que les structures séparées n'ont pas les capacités de leur fonctionnement. Il faut trouver des mécanismes pour que tout cela se mette en place et permette à la République de décoller. Merci Germain Kambinga d'avoir répondu à nos questions. Mais c'est un plaisir, Oscar Mbal. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. La tribune est là. Si vous voulez vous exprimer sur la révision ou non, ou même le changement de la constitution, de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo, la constitution du 18 février 2006. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.